Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la question des incitations financières et nous demander si, parfois, elles ne risquent pas de nuire à d'autres formes d'incitation, parfois plus grandes. Ah, l'appât du gain. Comme si tout n'était régi que par le pognon. Comme si d'autres leviers d'incitation n'existaient pas. Mais si c'était vrai, pourquoi tant de bénévoles engagés, de pompiers volontaires, de personnes qui font des métiers durs, mais vitaux, et pour pas un rond ? Pourtant, le réflexe de la carotte est plus que bien ancré. Et il fonctionne, bien sûr. C'est pas le propos. Mais il fonctionne pas toujours. On veut plus de véhicules électriques que de diesel ? On met une prime à l'achat. On veut que tu investisses ici plutôt que là ? On te met une prime ou des réductions d'impôts. Mais pourtant, parfois, ça ne suffit pas, ça ne marche pas, et c'est même potentiellement contre-productif. Alors, quand l'incitation financière tue l'incitation morale, c'est quoi l'histoire ? Prenons un exemple. Imagine que dans ton entreprise, t'as un mal fou à recruter sur un métier spécifique. Et que, pire encore, chez ceux qui sont là, t'as un absentéisme de courte durée très élevé. Bah tu mets une prime pour ceux qui viennent bosser tous les jours, c'est facile, non ? Je te le dis, moi, il y a que ça de vrai, le pognon. Pas d'incitation financière, bah pas d'incitation du tout, c'est quand même pas compliqué à capter, non ? Je te propose qu'on décortique un peu cet exemple. Je suis dans ton entreprise et j'apprends cette décision. Elle comporte 2 règles. 1. J'ai le droit à une prime mensuelle si je ne manque aucune journée de travail. 2. Et cela, quel que soit le motif de mon absence, même si je suis malade. Alors comment je reçois ce message et quelles conséquences potentielles ? On va donc poser plusieurs cas de figure. Hypothèse numéro 1. Je suis une personne qui essaye de contourner les règles. Et c'est vrai que je me débrouille pour être absent régulièrement sans me faire gauler. Mon job n'est qu'alimentaire et je cherche à maximiser mon profit et mon intérêt. Dans ce cas de figure, la prime à la non-absence peut t'inciter à ne plus essayer de passer entre les mailles du filet, si tu estimes que le montant vaut plus le coup que de rester chez toi en étant payé, mais moins. C'est un principe d'arbitrage simple, fonction d'utilité. En revanche, même pour cette personne, en fait ça change rien à son état d'esprit. Elle trouvera bien une prochaine règle à contourner pour maximiser son intérêt. Donc on a colmaté une brèche à court terme, on a mis un pansement, mais on n'a pas traité le fond du problème. Hypothèse numéro 2, je ne suis pas un mauvais bougre, ni un tricheur, mais le job est dur. Les conditions de travail sont mauvaises et je peine. Alors je m'arrange tant bien que mal avec quelques jours d'absence grappillés ici ou là pour tenir le coup. Là, je reçois un autre message. Mes conditions de travail, elles comptent pas. On n'a pas entendu le message qu'envoie l'absentéisme sur ce plan. Là, il faut donc espérer que le sujet est traité par ailleurs. Sinon, il y aura des lendemains difficiles, car celles et ceux qui supportent en compensant avec quelques jours piqués ici ou là, seront un jour bien malades ou bien partis ailleurs. Pour ces gens-là, la prime mettra du beurre dans les épinards, certes, comme un baume sur une plaie. Mais cette plaie-là, elle est différente de la précédente. Prime ou pas, le job sera le même et c'est justement à cause de lui qu'ils sont parfois absents. Bon, donc là aussi, en fait, ça marche pas bien dans la durée. Mais il y a la 3e hypothèse. Je suis bien câblée, j'ai un bon état d'esprit, je fais mon job du mieux que je peux, et je sais que mon salaire fixe, on me le donne pour le travail que j'effectue. Donc au moins, je viens le faire. En fait, on me passe un message du genre « reste assis, t'es payé ». C'est même pas que t'as un salaire fixe pour venir et une prime pour te mettre à bosser, c'est plutôt qu'on te donne un salaire fixe et une prime si tu viens au travail. C'est quoi l'étape d'après ? On intègre la prime dans ton salaire de base parce que c'est un avantage acquis, puis on t'en remet une nouvelle pour que tu viennes bosser, et un jour ce sera « t'inquiète, reste chez toi, on t'envoie ta paye ». Si je suis consciencieux, je continue à faire mon job, mais je vis ça comme une non-reconnaissance de mon sérieux. Bref, on ne m'incite pas à bien travailler. Finalement, il suffit de venir. Mais au fond, comme je suis quelqu'un de bien, je continue à bien faire mon job. Pas parce que c'est mon intérêt, mais juste parce que c'est bien. Et la plupart des gens sont comme toi, ils essayent de bien faire leur job, en toute honnêteté. Mais à un moment, si en plus tu ne me remercies même pas, alors que tu files des primes aux mercenaires, je vais finir par baisser les bras. Pire encore, je suis vraiment malade. C'est con, un truc potentiellement contagieux, 2 jours avec de la fièvre. J'irai bien bosser parce que moi je m'arrête pas pour un petit 39, mais je vais pas exposer mes camarades ou mes clients. De toute façon, mon chef ne l'accepterait pas, l'institution déteste la moindre prise de risque. Bref,
Je suis absent contre mon gré. Et là, bingo, pas de prime. Et là, tu commences à nourrir un autre sentiment, celui d'injustice. Tu te dis, ceux qui trichent, on leur donne une prime pour qu'ils ne trichent pas, et moi qui prends sur moi, au moindre écart qui n'est pas lié à ma bonne volonté, je suis pénalisé. D'un sentiment d'injustice, il ne sort jamais rien d'apaisé ni de bon. Bingo, on a gagné. On n'a rien changé au problème de fond, et on prend le risque d'abîmer la flamme de ceux et celles qui tiennent la baraque. Tout ça pour colmater une brèche dans l'urgence. Pas sûr que ce soit bien malin. En somme, si j'ose dire, une incitation financière qui a tué l'incitation morale de celles et ceux qui font bien leur job, parce que c'est bien. C'est un phénomène connu. On ne reviendra pas ici sur le distinguo motivation intrinsèque et motivation extrinsèque connu depuis longtemps, ni sur le sujet de la motivation qui embrasse bien plus large et invite à la nuance. En revanche, on peut parler ici de ce que Bruno Frey, professeur à l'université de Zurich, appelle les incitations désincitatives. Je te donne un exemple intéressant à méditer, avec une étude qu'il a menée sur des bénévoles et qui est citée dans l'ouvrage de Maya Beauvalet, Les stratégies absurdes. L'étude vise à se demander si les bénévoles travailleraient plus si on les payait ou si on leur donnait des réductions d'impôts. Il conclut en substance que l'incitation monétaire doit être très élevée pour avoir un effet, et dans le cas contraire, elle peut même avoir l'effet inverse. Ceci rejoint également les travaux de Richard Titmuss dans les années 70 sur les dons de sang aux États-Unis, qui, bien que rémunérés, étaient moins nombreux qu'en Grande-Bretagne, là où ils ne l'étaient pas. Bref, on comprend aisément l'idée. Si on te file du pognon pour faire un truc que tu estimes normal, et que tu aurais fait de toute manière, tu te dis que c'est louche, et donc tu hésites. C'est aussi oublier le fait qu'il y a bien d'autres facteurs de motivation chez un individu, que le seul appât du gain, et que d'introduire des primes nuit parfois à l'objectif qu'on se donne. C'est aussi, par exemple, ce que souligne Dan Pink dans une conférence sur TED, en évoquant les effets de l'incitation financière sur la capacité à résoudre des problèmes. En résumé, la motivation est un champ complexe, qu'on ne saurait réduire aux seules incitations financières qui, dans certains cas, peuvent conduire à l'effet inverse à celui qu'on escomptait, car l'incitation financière peut aussi annihiler les effets d'autres leviers de motivation. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.